Un gros morceau, la Bastille, symbole par excellence de la Révolution. La Bastille détruite et disséminée pierre par pierre aux quatre coins de Paris et aussi de la France. Et puis nous avons invité sur ce plateau un descendant direct de ceux qui ont pris la Bastille. Jacques Indermeyer est médecin, il est médecin à Paris, et son ancêtre Xavier Indermeyer, était lui ébéniste dans le faubourg Saint-Antoine. C'était donc un révolutionnaire, mais on le verra, un révolutionnaire pas tout à fait comme les autres. Mais tout de suite, place à l'enquête, une longue traque sur les traces de la Bastille. Drôle d'enquête, une histoire de révolution, une prison citadelle au centre du mystère, une vieille affaire dont on n'avait pas fini de parler. On s'était battu, il y avait eu des morts et puis plus rien. Le corps du délit a disparu il y a tout juste 200 ans. La Bastille n'était pas en veine, aussitôt prise, on l'avait démolie. Ici, nous sommes en haut de la tour de la Liberté, et contrairement à l'opinion reçue, nous ne sommes pas à l'emplacement de la Bastille. La Bastille, elle était là. Vous voyez son contour, un petit peu comme une marque de police, vous savez, après un crime, à la craie au sol. Et ces marques sont fantastiques à observer parce qu'elles nous donnent les vraies dimensions de la Bastille, qui en fait étaient relativement réduites. Vous voyez ces tours où tiennent une ou deux voitures maximum. Elles ont 10 mètres de circonférence maximum, mais surtout, elles avaient 23 mètres de haut. C'est-à-dire à peu près ce bâtiment, pas tellement plus. Pour commencer l'enquête, un seul élément, c'est un peu maigre. Le corps avait été débité et éparpillé aux quatre coins de France, et même en Italie et aux États-Unis. Mais bon, vu les finances, mieux valait limiter les frais. Moulins-sur-Allier faisait très bien l'affaire. Première chose, bien réviser le dossier. 83 pièces avaient été expédiées, il n'en restait aujourd'hui qu'une quarantaine. C'est vrai qu'en 200 ans, ces morceaux de Bastille avaient eu tout le temps de passer aux oubliettes, de quoi donner des sueurs froides à n'importe quel enquêteur. Le démolisseur a envoyé ces 3 colis là-bas. Mais alors, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Parce que, comme à Strasbourg, le préfet les a achetés par la fenêtre, ou est-ce qu'ils les ont perdus? Ça s'est vendu? Ou est-ce qu'ils savent même plus ce que c'est? Ah, je me demande ce qu'on va trouver quand même. Le contact devait s'établir dans une cave, celle du musée archéologique de Moulins. Mais serait-elle au rendez-vous? Oui, elle était là, impassible. La Bastille attendait depuis près de 200 ans. La Bastille, eh bien la voilà, absolument fidèle dans ses proportions, et pour cause, puisque c'est le démolisseur qui l'a reproduite, en employant même dans sa matière les pierres de la Bastille, puisque ceci, c'est un mortier réalisé à partir d'une pierre qu'il a broyée. Et à l'intérieur même de cette Bastille, il a inclus un fragment entier de la forteresse. Ici, il s'agit précisément de la maquette de Moulins. Elle est absolument identique à tous les modèles qui ont été expédiés aux 83 départements qui venaient d'être fraîchement créés alors. Elle a été acheminée avec d'autres colis comportant une autre pierre de la Bastille et une dalle exactement, et des documents didactiques
par un apôtre de la liberté qui était en principe un personnage qui avait participé à la prise même de cette Bastille. Alors elle servait portée sur des brancards lors des manifestations populaires et l'idée à l'époque était déjà d'un 14 juillet qui en fait sera une fête nationale seulement en 1880. Mais en attendant sa fête, la Bastille n'avait pas perdu son temps. Elle avait infiltré certains édifices de la capitale. Le pont Louis XVI, par exemple, en pleine construction pendant la Révolution, une partie du tablier avait été construit avec ces pierres. Du coup, il avait changé de nom, il s'appelait désormais le pont de la Concorde. Le pont de la Concorde est donc pour partie en pierre de la Bastille. C'est donc, en un sens, un pont de la Révolution. Ce qui fera dire plus tard aux royalistes que ce pont, finalement, ne mène nulle part. Il mène ici, à l'Assemblée nationale. Mais il fallait peut-être aussi chercher dans les bas-fonds de Paris. Si on avait démoli la partie visible, il restait probablement des fondations au détour d'un tunnel de métro, station Bastille, cela va sans dire. Elle s'était planquée là jusqu'à la fin du siècle dernier, avant d'être enfin découverte par les pionniers du métropolitain. Nous sommes sous la rue Saint-Antoine, dans le tunnel de métro, au plein centre de la Tour de la Liberté. Cette Tour de la Liberté a été découverte en perçant le métro en 1899. Cette partie a été transportée dans le square Galy, à l'angle du boulevard Henri IV et de la Seine. L'autre moitié de la tour reste encore derrière cette muraille. Quand vous prendrez le métro, depuis Bastille jusqu'à la direction de Pont-de-Neuilly, en regardant sur votre gauche, vous apercevrez cette plaque et vous vous souviendrez que vous êtes dans la Bastille. La nouvelle planque de la Tour de la Liberté, la voilà, le square Galy, un endroit bien gardé. Drôle de fin pour une tour dont on devait faire un monument à la gloire de la liberté. Aujourd'hui fondue dans la verdure, à l'abri des regards, elle n'aime pas qu'on marche sur ses plates-bandes. Mais même là, la Bastille était facilement repérable. En revanche, elle avait trouvé des déguisements beaucoup plus habiles. Exemple, des pierres de la forteresse avaient été mêlées au mur du 21, boulevard Bonne-Nouvelle, mais aussi ici, 7 rue de Tracy. L'enquête progressait, le puzzle commençait à prendre forme. Un homme est à l'origine de toute l'affaire, son nom Palois. Dès le soir du 14 juillet 1789, il monte sur les remparts avec ses ouvriers et entame la démolition de la Bastille. Cela lui prendra 2 ans. Il récupère tout sous le regard bienveillant de l'Assemblée nationale. Les maquettes sont expédiées dans les départements. Des chaînes de la Bastille, il fait des médailles patriotiques. Il grave, il dessine des plans. Il est le premier à avoir compris le mythe Bastille et à l'exploiter. Mais cela ne lui rapportera rien. Le riche entrepreneur du roi, devenu fervent patriote, finira sa vie ruiné par sa foi révolutionnaire. Pour mieux connaître Palois, l'homme clé de cette affaire, il fallait aller à Sceaux. Toute une rue construite au moins en partie avec des morceaux de Bastille. Parmi ces maisons, celle de Palois. Un homme controversé, pourtant, il n'a jamais vendu la Bastille. Lavé des accusations de mercantilisme, il n'est pourtant pas très clair côté politique. Là, c'est pas loin. Cette maison, elle est bien discrète maintenant. Elle a été le centre de l'activité à Sceaux de la vie révolutionnaire. Ici, sur cette façade, il y avait des calicots qu'on appelait à l'époque des transparents, à la gloire des divers gouvernements qui vont suivre. Alors, bien sûr, ce sera la Révolution, mais ce sera aussi les consuls, l'empereur, Marie-Louise, Joséphine, dans le désordre. Et après, les Orléans, les Bourbons restaurés. Bon, mais à Sceaux, il n'y avait pas que ça d'intéressant. En jetant un coup d'œil indiscret et en fouillant un peu, on s'aperçoit qu'aujourd'hui encore, la Bastille attise les convoitises et attire les voleurs. Bonjour Madame Blandin. Bonjour. Alors là, nous sommes à la Bastille, dans la cour. Oui, presque à la Bastille. Nous avons trouvé, vers 1951, en refaisant ce muret de jardin, une pierre qui portait l'inscription « Cette pierre provient des cachots de la Bastille ».
Elle était retournée, on ne voyait pas l'inscription. Elle était donc posée à plat et la pierre faisait partie du mur, de la couverture du mur, et c'est en la retournant qu'on a trouvé cette inscription. Nous l'avons donc à ce moment-là conservée, bien entendu, et nous l'avons mis dans la niche de la maison. Et elle a disparu un beau jour. Une autre pierre gravée par Palois, les droits de l'homme, c'est quelques mots inscrits dans un fragment de la célèbre prison, tout un symbole. Mais ne restait-il vraiment que quelques cailloux? Tout indiquait au contraire que la Bastille n'avait pas fini de faire du bruit. Le carillon de l'horloge de la Bastille, en voilà un qui a eu un parcours sinueux. Propriété privée depuis 1789, il est passé de main en main pour atterrir à la Maison de la Révolution. Aujourd'hui encore, il est la pièce maîtresse d'une collection privée itinérante. Non, dans la rainure, là. Les seuls témoins du 14 juillet, de la prise de la Bastille, de notre fête nationale, c'est ça. À la démolition de la Bastille, il a été entreposé avec l'ensemble des métaux par notre ami Palois, que nous connaissons bien maintenant. Palois d'ailleurs qui a essayé de récupérer l'horloge. Mais il a été obligé de la rendre. Les métaux en 1790 ont été vendus. Les métaux ont été vendus. Et c'est une fonderie de Normandie, de Romilly-sur-Andelle, qui a fait l'acquisition de tous les métaux. Et la grande surprise pour eux a été, lorsqu'ils ont commencé à regarder quels métaux ils avaient, de découvrir l'horloge dans son intégralité. Il était de bon ton d'avoir des souvenirs de la démolition de la Bastille, et quel plus beau souvenir pouvaient-ils garder? Et ils ont récupéré les cloches, le mécanisme, alors que normalement leur destination aurait été d'être fondue pour faire des armes ou bien frapper des monnaies, comme de nombreuses cloches à cette époque-là. Voilà la voix intacte de la Bastille. Elle scandait quart d'heure, demi-heure et heure de la vie des prisonniers. La seule pièce de la forteresse qui ne soit pas passée dans les mains de Palois. Palois, pour moi, qu'est-ce que c'est? C'est le premier homme qui a compris que la communication, la publicité, c'était quelque chose d'important. Il est entrepreneur de maçonnerie. Il a besoin de chantier. Pour avoir besoin de chantier, on fait de la publicité pour se faire connaître. Eh bien, lui, comme il a eu la démolition de la Bastille, il va créer des petits souvenirs qu'il va donner. Et bien sûr, tout le monde va rechercher ces belles médailles de Palois, les pierres de Palois. Et en contrepartie, lorsqu'on aura une maison à construire, un chantier de maçonnerie à faire, on appellera automatiquement le patriote Palois. C'est le premier publiciste français. 6 juillet 1880, ça y est, c'est décidé, le 14 juillet devient la fête nationale de la République. Mais la loi française ne précise pas ce que l'on commémore ce jour-là. Et pourtant, le 14 juillet 1889, pour l'exposition universelle, c'est bien la Bastille, grandeur nature, que l'on reconstruit en pierre sur le Champ de Mars. Pour le centenaire de la prise de la Bastille, la forteresse est le cadre d'une reconstitution grandiose du jamais vu. 2 ans plus tard, elle était à nouveau détruite pour la 2e fois de son histoire. Finalement, les révolutionnaires, ils l'auront attaqué, cette Bastille. Ils l'ont démolie. Ils l'ont même débité en petits morceaux. Mais ce qui est très drôle, c'est que l'administration royale avait prévu sa destruction depuis très longtemps. On devait la raser afin de créer une place, puisqu'elle bouchait la rue Saint-Antoine, et un monument devait être élevé à la gloire de Louis XVI. Alors la Révolution a réalisé gratuitement un plan d'urbanisme prévu depuis longtemps par les rois. C'est ce qu'on appelle généralement l'ironie de l'histoire. Jacques Indermeyer, vous êtes le descendant direct de l'un de ces hommes qui ont pris la